chose promis, chose due, donc on m'avait demandé de faire la review de pay-per-view de la TNA. Désormais, ça va être donc chose faite, hein. J'avais donc lancé un sondage sur Facebook où vous pouviez proposer vos petites idées pour améliorer ou proposer des choses, on va dire, innovantes pour le Wrestling Rewind. On m'a notamment demandé de faire des reviews de la TNA. Je me suis dit, allez, ça me coûte rien. Puis au moins, ça va permettre de me remettre à la TNA. Alors, la TNA, j'ai pas regardé depuis décembre 2011. Bon, évidemment, je continue de lire les shows, mais j'ai toujours gardé un mauvais avis de la fédération lorsque je l'ai quitté, donc en fin 2011. Et bon, bah, ce qui m'a poussé à tout simplement faire cette review, c'est que bon, bah, j'ai entendu de bonnes critiques concernant la TNA ces derniers mois, avec donc notamment la victoire d'Aries, un booking, on va dire, plus travaillé, moins torché, une présence moindre des Hogan et Bischoff et consorts. Bref, donc je me suis dit, allez, je me lance, je fais la review du dernier pay-per-view Hardcore Justice, parce qu'on va dire il y a eu des avis assez partagés pour le pay-per-view, certains l'ont trouvé moyen, certains l'ont trouvé bon, et donc je me suis dit, c'était peut-être aussi le bon moment pour reprendre la TNA et voir donc ce que ça vaut. Alors, on a commencé avec l'opener, donc l'opener très très solide. Donc d'un côté Chavo Guerrero et Hernandez, et de l'autre Kid Cash et Gunner. Alors, première remarque, donc Gunner, mais qu'est-ce qu'il est mauvais, qu'est-ce qu'il est mauvais. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Crimson est retourné en territoire de développement, preuve qu'il avait peut-être pas forcément tout le talent qu'il fallait pour catcher la TNA. Et Gunner, oh là là, qu'est-ce que je le trouve mauvais. Mais bref, donc c'était un opener solide. Donc c'est pas forcément le meilleur des openers des derniers pay-per-view de la TNA, ça on le conçoit parfaitement. Mais c'est quand même un opener solide d'environ 10 minutes et plutôt bien assuré de la part des 4 hommes, avec une petite lacune cependant, le fait qu'on a utilisé ce match pour vendre et monter le personnage de Chavo Guerrero. C'est-à-dire qu'en fait il a subi pendant tout le match, empêchant d'ailleurs Hernandez de pouvoir faire le tag, et c'est que sur la fin en fait que son partenaire Hernandez va pouvoir venir sur le ring pour en gros en fait finalement très rapidement préparer le terrain pour que Chavo s'offre le tombé final et la victoire. Alors je comprends tout à fait que donc Chavo Guerrero vient d'arriver, qu'il faut le monter, qu'il faut le représenter comme une grosse superstar possible pour dans le futur de la fédération, mais je trouve que c'est pas la meilleure des manières de le mettre en avant. Et puis de toute façon, il a déjà la considération du public qui sait ce qu'il a vécu à la WWE. C'est quand même un catcheur qui avait du talent et qui a été, on va dire, délaissé par la WWE. Donc je pense qu'il a la considération du public TNA. Donc je trouvais qu'ils n'avaient pas besoin de balancer des matchs avec des scénarios aussi loufoques pour donner du goût à son personnage. Donc, parti comme c'est, Hernandez d'ailleurs et Chavo Guerrero vont peut-être avoir une chance au titre par équipe. Alors, je pense qu'il vaut mieux éviter pour l'avenir de réitérer ce genre de match où Chavo Guerrero subit pendant les 3 quarts du match sans pouvoir faire le tag. Hernandez fait son entrée, catch 2 minutes, prépare le terrain et Chavo fait le tombé final, histoire de montrer que c'est lui le meilleur, c'est lui qui a donné la victoire à cette team. Je trouve ça quand même mal joué pour le côté scénario. En revanche, du côté match, malgré tout, malgré que Chavo subisse pendant les 3 quarts du match, il va nous offrir quelques bonnes séquences où il va notamment essayer de revenir à la charge face à ses deux adversaires sans pour autant y arriver, mais c'est dans l'ensemble un bon petit opener solide. Le second match était donc un Fatal 4-Way Falls Count Anywhere match comptant pour le tournoi Bound for Glory Series, donc match entre Mr. Anderson, Rob Van Dam, The Pop et Magnus. A noter que The Pop d'Angelo Dinero donc ne fera jamais son entrée, donc attaqué par les Ace and Eights, donc le nouveau petit clan qui s'est installé à la TNA et qui commence à foutre un peu le bordel. Et comme je l'avais prévu, donc nous avons 3 matchs avec une stipulation Fatal 4-Way ce soir, et faute de temps je pense la TNA allait en chier. Et donc il fallait bien qu'elle en foire un, et donc celui qu'elle a foiré c'est celui-là, donc ce Falls Count Anywhere match en Fatal 4-Way. Je trouve que autant on a un super bon début de match bien assuré par Rob Van Dam notamment, avec quelques belles prises bien portées avec surtout la chaise. Puis après ça tergiverse, Magnus prend le dessus mais ça reste du brawling simple, on n'a pas de spot innovant. C'est un match court avec un final moyen, donc un Van Terminator sur Magnus qui tenait une chaise devant sa tête. Rien de plus, voilà, c'est dommage. Il y avait quand même 3 Fatal 4-Way, donc elle pouvait pas se permettre de faire 3 gros Fatal 4-Way. Elle a dû en souiller un et c'était celui-là. C'est dommage parce que Falls Count quand même, j'aurais préféré qu'il souille le Tables match par exemple. Le Falls Count quand même ça aurait pu donner de très très bonnes choses, surtout avec Rob Van Dam et des gars comme Pope ou Magnus. Ensuite le troisième match opposait Devon à Kazarian. Alors je ne sais pas
d'où Kazarian a obtenu une chance au titre TV. Ce qu'il faut savoir, c'est que je lis toujours les résumés des résultats de la TNA, mais que j'ai pas lu, j'ai du mal lire, et donc Kazarian obtient une chance au titre TV, sûrement parce que Daniels donc était dans le Fatal 4-Way, le ladder match. Donc Kazarian obtient une chance au titre TV qui ne sert à rien selon moi par la même occasion, hein, j'en profite pour dire ça. Parce que je veux dire, quand tu as le titre déjà X Division, moi je trouve que ça suffit largement. Mais bon, bref, un match court, et j'ai pas forcément apprécié car le mélange entre les deux hommes, ça donnait qu'au final, Kazarian n'avait pas réellement de place pour déployer son talent. Et c'était plus un gros match offert à Devon pour qu'il s'amuse. Et plus qu'un vrai match, et le final aussi est agaçant car il sort de nulle part. Alors je veux bien que Kazarian ait souffert pendant la totalité du match, mais le spot final, Devon qui te sort un sit-out spinebuster de nulle part alors qu'il était à deux doigts d'encaisser le finish de Kazarian à peine 10 secondes plus tôt, moi je trouve ça quand même un petit peu abusé. Bon, du moins dans la logique scénaristique ça a du sens puisque Devon n'aura rien subi et c'est tout normal qu'il obtienne la victoire au seul et unique moment où Kazarian peut remporter le match. Un combat donc à zapper. Ensuite, le match féminin, alors je vais pas vous mentir, je vais pas faire de chichi, je vais pas vous raconter des cracks. J'ai zappé ce match. Alors, parce que pour moi, c'est désormais devenu une plaie pour moi, de regarder des matchs de diva, de knockouts et autres catcheuses portant un nom ridicule afin de les stigmatiser, parce que je comprends pas d'ailleurs. On peut pas simplement dire des catcheuses, on peut pas les appeler des catcheuses au lieu des divas, des knockouts. Ça m'énerve cette stigmatisation du roster féminin de chaque fédération. Bon, heureusement que c'est pas ça dans les autres grosses fédérations. Donc de toute façon, apparemment, ce que j'ai lu, le match brisait pas des murs, donc on passe. Le match suivant, c'était donc un Fatal 4-Way, donc le deuxième de la soirée, booké un peu comme le deuxième plus important match des trois Fatal 4-Way de ce soir. Le moins, on va dire, le moins intéressant étant le premier qui a été diffusé lors du début de la soirée. Donc Bully Ray, j'ai oublié le nom des participants. Bully Ray, Jeff Hardy, Robbie E et James Storm. Alors, que dire de ce match? Alors, concrètement, je trouve que le Tables match est toujours un match très difficile à booker. Très 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 difficile à booker, surtout quand il n'y en a que deux hommes, hein, on voit, j'ai rarement vu des table match énormes, hein, à part, ce qui revient dans ma tête peut-être le Kofi Kingston Sheamus à Extreme Rules 2011, qui était vraiment bien mené, mais c'est toujours un match très 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 difficile à booker pour les deux hommes. Mais bon, là, il y en avait quand même quatre, et donc il y avait moyen de faire quelque chose de bien. Ce qui était assez cool, c'est qu'on va dire, ils sont pas partis dans le public, ils sont pas partis loin, ils sont vraiment restés dans le ring, et ils ont vraiment tenté de jouer avec la table, de s'envoyer dans la table, parce que c'est ce qui est le plus important, c'est que dans un tables match, c'est le fait que la stipulation fait que les hommes doivent nous faire croire que à tel ou tel moment le mec va passer à travers, parce qu'on sait très bien, on n'est pas dupe que dès le début du match il n'y a pas quelqu'un qui va passer à travers la table. Donc il faut arriver à jouer de l'originalité des spots pour nous faire croire que possiblement le mec va passer à travers la table. Moi, ce que je trouve bien à la TNA, c'est que on l'a bien vu avec Jeff Hardy lors du match, si vous avez vu le pay-per-view, Jeff Hardy a réussi à esquiver Robbie E qui s'est craché dans la table. Ça ne compte pas comme une table, ça ne compte pas comme une victoire de Jeff Hardy. Je trouve ça c'est bien. En même temps, en plus, ça permet de voir des tables brisées sans qu'il y ait un spot donc de concret donnant la victoire. Je trouve ça bien, et moi j'ai trouvé que même si le match était un peu court, il n'était pas torché comme celui du Force Count Anywhere, et donc on a eu une bonne petite confrontation. L'intervention à la fin des Ace and Eights rajoute un petit piment en plus, et donc c'est tant mieux. Bully Ray qui remporte la victoire, je suis aux anges, parce que je trouve que Bully Ray en ce moment c'est le meilleur catcheur le meilleur catcheur heel de la TNL actuellement. C'est au niveau du talent in-ring, c'est pas le meilleur, mais au niveau du personnage, du talent micro, je trouve qu'en ce moment, Bully Ray fait un travail quand même assez énorme. Ensuite, le temps que je descende ma page World, le match suivant donc opposait Zima Ion à Kenny King pour le titre X Division. J'attendais beaucoup de ce match, parce que Kenny King, j'ai entendu de très bonnes choses à la Ring of Honor. J'ai déjà vu ces matchs en compagnie de Ray Titus à la Ring of Honor, et il y avait vraiment quelque chose à exploiter. Et Zima Ion est tout aussi talentueux, même s'il est encore un peu jeune et qu'il fait encore des fois des petites erreurs, ou
il est encore un peu jeune, mais le match était vraiment super. J'ai l'impression que, enfin, c'est même pas l'impression, c'est le fait est que la X Division en ce moment a retrouvé ses lettres de noblesse depuis quelques temps. Et j'ai pu entendre, enfin, ce que j'ai pu entendre, donc, c'est que la X Division a retrouvé ses lettres de noblesse depuis quelques temps quand même, déjà depuis quelques mois. J'ai entendu de très bonnes remarques par rapport à la X Division, avec notamment Ximarion, Jesse Sorensen et sa blessure, le côté Ximarion qui fait son enfoiré, les matchs, le pay-per-view dernièrement TNA Destination X avec le Ultimate X match plutôt bien assuré. Donc la X Division remonte la pente parce qu'à un moment c'était très moyen, c'était très limite. Je me souviens avec Abyss qui était challenger, tout ça, toutes ces conneries. Là vraiment on a deux jeunes qui nous ont offert un super bon match. Kenny King m'a impressionné parce que il m'a montré par exemple des kicks pendant le match que j'avais rarement vu autant à la TNA qu'à la WWE d'ailleurs. Et ça fait pour moi comme un petit vent de fraîcheur. Donc bien évidemment Zima Ion a assuré. Mais j'avais le sentiment que la réussite de ce match dépendait beaucoup de ce qu'a proposé Kenny King pendant le match. Donc juste le petit bémol, c'est le final du match, pas vraiment de la réaction de la part du public lorsque Zimarion a fait tomber de 3. Je m'attendais à une fin un petit peu moins bâclée. Elle était inattendue certes, mais elle était mal dosée. Mais sinon un match excellent avec de superbes moves de la part des deux hommes. Le match suivant opposait 4 monstres du catch, Samoa Joe, AJ Styles, Kurt Angle et Daniels dans une stipulation énorme. Donc imaginez, vous prenez 4 mecs énormes que je viens de vous citer, vous les mettez sur un ring, vous rajoutez comme enjeu 20 points extrêmement importants dans les Bound for Glory Series. Puis vous saupoudrez le tout d'une petite stipulation qui va vous permettre aux hommes de se libérer tout en montrant des choses incroyables et possiblement nouvelles pour nous. Et bah vous obtenez finalement une petite déception. Alors que... Est-ce que je m'attendais à un très gros match? Oui. Est-ce que j'ai mis la barre un peu trop haute? C'est possible. Mais j'ai trouvé que le match en lui-même n'a pas offert ce que moi j'attendais. D'ailleurs, premièrement, j'ai trouvé que Daniels était une faiblesse dans le match. Voilà, je le dis concrètement, même si j'ai beaucoup de respect pour Daniels, là j'ai trouvé qu'il était une faiblesse scénaristique, pas au niveau du talent, il était une faiblesse scénaristique dans le match, car on a eu droit pendant le match à quelques séquences pendant lequel où on préférait détruire Daniels que de récupérer les 20 points pour le tournoi. C'est bête, mais à un moment, il y a une séquence vers la fin du match où Daniels se fait massacrer par Angle et Joe, chacun. Daniels donc se fait exploser par Angle et Joe. Chacun donc tour à tour porte des prises sur Daniels, histoire de montrer qui est le meilleur dans la place. Aïe. Sauf que c'est vers la fin du match, donc ça n'a aucun sens. Encore au début du match, je dis pas. Mais là, les mecs enchaînent le combat depuis au moins 10 minutes et soudain, pof, ils font une petite pause pour bastonner Daniels alors que AJ Styles était dans les choux aussi, donc c'était limite le duel entre seulement les deux hommes. Donc voilà, concrètement, ça montait en crescendo dans le match, puis d'un coup, paf, hop, la branlette se stoppe pour une séquence quelque peu inutile. Et puis bon, c'était un leader match, mais l'utilisation de l'échelle était presque manquante, à part 2 ou 3 mouvements et encore, rien de bien imaginatif. Chose positive, rien de bien imaginatif, on n'a pas eu de mouvements énormes, d'originalité et de mouvements énormes faits avec l'échelle. Ce que je trouve vraiment regrettable dans un match aussi important. Et surtout que t'as 4 mecs. C'est comme le Money in the Bank Leader Match de SmackDown à donc Money in the Bank 2012. C'est que t'as 6 mecs. Bon là en l'occurrence on avait 4. Et il n'y a presque pas eu de spot. Alors qu'excuse-moi, avec 4 hommes tu peux quand même enchaîner les spots facilement. Bref, c'est une chose positive quand même, la victoire d'AJ Styles qui peut encore participer au carré final des Bound for Glory Series et ainsi possiblement affronter, je l'espère aussi, comme beaucoup de monde, Austin Aries à Bound for Glory, donc dans un vrai dream match. Autre bonne chose, donc c'est le final du match, AJ qui remporte la victoire de nulle part. Je trouve que c'est vraiment un pied de nez par rapport au dernier pay-per-view de la WWE, Money in the Bank, où les vainqueurs, donc on les sentait un peu à 15 000 km à l'avance, et là, donc t'as Styles qui sort de nulle part, et pouf qui s'offre la victoire, franchement ça fait plaisir. Bref, un bon petit match, mais pas assez de spots innovants, avec l'échelle, avec surtout 2 ou 3 séquences inutiles dans la construction du match. Mais rassurez-vous, ça reste quand même un des meilleurs matchs de la soirée, malgré ces quelques petites lacunes. Et enfin, le main event, le grand main event tant attendu, Bobby Roode contre Austin Aries. Donc Austin Aries qui défendait le titre poids lourd de la TNA.
Alors donc c'est le match de la soirée, hein, ça c'est une certitude. Il est très bien travaillé de bout en bout. Il n'y a pas une seule seconde où on s'ennuie. Et pourtant le match dure quand même 24 minutes, hein, ce qui est pas rien. Enfin 24 minutes je crois, hein, à peu près. On a une construction classique avec une phase de recherche au début, puis une accélération dans le rythme, pour finir avec tout de même une fin originale et un match recommencé dû à l'incompréhension des arbitres, ce que je trouve vraiment très bien joué de la part de la TNA. Bah, que dire de plus? Le match il était nickel, propre, les deux hommes ont offert une prestation solide devant un public très réactif par rapport aux autres matchs de la soirée et c'est tout à son honneur. Alors, à la question, était-il meilleur que celui à Destination X? Je dirais que les deux se valent. Certains vous diront qu'il est moins bon qu'à Destination X car il n'avait pas la touche drama dedans, mais je trouve que pour un rematch où on savait que Harris avait toutes ses chances de conserver, moi j'ai trouvé que les deux catcheurs ont bien assuré dans la construction. Par moments, j'ai vraiment cru que Bobby Roode regagnerait le titre. Donc, pour ce qui est de la conclusion générale du pay-per-view, je vais pas vous mentir, c'est un show qui a été solide. Alors solide, bon, avec quelques lacunes certes, mais des petites lacunes en fait qui sont dispersées un petit peu partout dans le pay-per-view et qui font qu'on a quand même un bon rythme dans le pay-per-view. Et je trouve que c'est ce qui fait la force du pay-per-view, c'est sa construction. C'est un show qui va en crescendo. Vous l'avez remarqué, les meilleurs matchs sont à la fin de la soirée, les matchs moyens sont au début du show. Donc on a vraiment un show solide, un show où on en garde à la fin une bonne impression. Vous voyez, j'en garde une bonne impression et ça je le sais parce que à force de regarder des pay-per-view, on sait finalement un pay-per-view bien dosé. Un Kenny King Zima Ion très solide, très amusant, un leader match correct, un excellent main event. Le reste du show donc se mélange entre quelques déceptions et quelques matchs plus ou moins bons. On attendait beaucoup de ce show vu la carte et je trouve que la TNA a assuré, mais aurait pu encore mieux faire. Mais néanmoins, c'est un excellent show. Voilà, donc c'est la fin de la review de TNA Hardcore Justice 2012. Donc évidemment, pour ceux qui se demandent, je ferai la review de TNA No Surrender donc en septembre. Et puis ensuite, il y aura Bound for Glory. Donc je pense que c'est un bon moment pour reprendre la TNA. Pour ce qui est de la review de SummerSlam, évidemment, vous l'aurez lundi. Sans souci, vous l'aurez lundi dans la journée, je ne sais pas quand, peut-être en début d'après-midi à peu près. Voilà. Je suis actuellement aussi en train de recommencer la Ring of Honor, donc il y aura peut-être bientôt la review d'un pay-per-view de la Ring of Honor qui arrivera sous peu, donc Boiling Point 2012, j'espère que je le dis pas mal. Et voilà, donc tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un petit like à ma page Facebook. La page Facebook elle est juste en dessous dans le lien de la description. À liker la vidéo ou à ne pas la liker, à commenter, à mettre des commentaires positifs ou négatifs évidemment. Hein. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez faire des critiques. Je suis ouvert à toute critique pour améliorer mes vidéos. Donc n'hésitez pas surtout à faire des critiques, mais surtout des critiques constructives surtout. Voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, messieurs, dames, vous savez ce que je vais dire. Vous savez bien. Vive le catch. Allez, salut à tous. Merci.